bas. Est-ce que vous pensez que ces prix bas peuvent intégrer les exigences du développement durable et la protection de l'environnement ou une juste rémunération des producteurs? Comment vous rendez ça compatible? Non, un prix trop bas ne permet pas de souscrire à tous les engagements sociaux. Il y a des arbitrages à faire. Il y a des arbitrages à faire entre le pouvoir d'achat du consommateur et le souci, par exemple, de l'écologie. Et il y a des arbitrages à faire aussi entre le souhait du consommateur, la satisfaction du consommateur en tant que consommateur et sa satisfaction en tant que salarié chez l'industriel avec qui on négocie. Donc c'est pas une réponse, je ne peux pas faire une réponse absolue et ces points d'équilibre sont très différents selon les entreprises et les secteurs dont on parle. Moi, ça fait bientôt 30 ans déjà que j'exerce dans la distribution. Mon critère, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'a jamais été l'innovation. Mais c'est plutôt la gestion du changement. Quand Antoine Ribou ou mon père ont fait les marques qui nous amènent ici tous les deux à ne pas être que de pâles héritiers, mais au moins des développeurs, quand ils les ont créés, c'était dans une économie d'après-guerre où les besoins n'étaient pas satisfaits et c'était important de rendre les produits accessibles. Donc on était dans une réponse certes qualitative, mais très quantitative à un besoin économique global. Mon père a inventé le concept de distribution qu'il a opposé au monde du commerce, parce que pour lui, la distribution, c'était la socialisation de l'acte marchand, c'est-à-dire la possibilité de rendre accessible à tous les salariés les biens qu'ils avaient contribué à façonner. Mais en même temps, qu'on a résolu cette mission, qu'on a conduit cette mission, et plutôt bien, pendant que Gilbert Trigano pensait le tourisme avec le Club Med, que Jacques Maillot par la suite créait, toute cette génération-là, leur combat c'était l'accessibilité, la satisfaction des besoins. On a construit un modèle économique où il s'en est déduit un modèle économique qui, à la recherche de cette satisfaction, a conduit à un modèle hyper productif et où la productivité a imposé ses lois au détriment d'autres choix sociaux ou au mépris d'autres conséquences que le but servait. Et donc, aujourd'hui, on est interpellé sur nos finalités. Et moi, j'ai fait prendre un tournant au Centre Leclerc, tout en gardant le fondamental qui est la première demande sociale, c'est quand même de pouvoir croûter, pour les traducteurs, de pouvoir manger, de pouvoir accéder aux produits. Donc la lutte pour le pouvoir d'achat, pour les prix accessibles, ça reste prioritaire. Mais vous voyez, en même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait gommer les effets dévastateurs de l'hyperproductivisme. Dans ma région de Bretagne, dans ma région d'origine, c'était pas la peine d'aller très loin pour voir tous les sacs plastiques qui traînaient sur les plages. Alors on n'était pas responsable, même s'il y avait notre marque dessus, on n'était pas responsable en tant que distributeur de ce que les consommateurs les avaient laissés sur les plages. Mais néanmoins, nous avions une responsabilité indirecte dans le fait que nous ne proposions pas d'alternative à la distribution de tous ces sacs plastiques. Je vous rappelle qu'en France, il se distribuait, il y a 5 ans encore, 7 milliards de sacs plastiques gratuits en sortie de caisse, et même le groupe Leclerc en distribuait 1 milliard. Hein. En 5 ans, j'ai fait, en créant une innovation, si on veut, le sac consigné, on a fait diminuer de 1 milliard de sacs distribués chez Leclerc à 50 millions le nombre de sacs distribués. Donc, c'était au début anti-commercial que de le faire. Au moment où on disait on vous donne plus de sacs et on consigne les sacs, donc on demandait aux gens quelques cents d'euros pour leur distribuer des sacs, si ce n'est pas recyclables mais réutilisables. Au même moment, d'autres distributeurs disaient moi je vous donne les sacs à gogo, voire j'ai même des caisses automatiques qui vous en sachent automatiquement. À un moment donné, vous voyez, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est de voir plus loin que le profit immédiat, plus loin que le benchmark des autres distributeurs, c'est d'anticiper sur cette évolution sociale et en pionnier, d'oser une solution qui pourrait ne pas marcher. Hein. A contrario, aujourd'hui, il y a des dossiers où au contraire, même si avec Franck Ribou et avec ses collaborateurs, on se frite tous les ans sur le prix de ces marques, en même temps,
on est dans une démarche collégiale de progrès partagé, de progrès social partagé, quand nos collaborateurs travaillent ensemble sur les flux logistiques qui vont amener l'eau d'Évian en partant d'ici à aller jusqu'en Bretagne, et avec des camions pour qu'ils ne restent pas vides pour revenir. Donc on est là dans l'intérêt partagé, on n'est pas dans un risque commercial. On espère un jour que la SNCF aura des tarifs plus intéressants pour transporter toute cette eau sur les trains plutôt que sur les camions. Mais là, on peut être en progrès partagé. Et puis il y en a d'autres, au contraire, où moi je ne sais pas faire, pour vous montrer un petit peu comment on dit ces arbitrages. Moi j'ai Greenpeace, j'ai des associations des ONG qui nous interpellent sur la filière bois et qui voudraient qu'on ne commercialise que des bois labellisés. C'est ce qu'on fait, mais la forêt labellisée, elle représente 3% des bois commercialisés. Donc, and so what, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et ben, je suis allé avec des équipes d'achat à Bornéo, en Indonésie. Mais quand vous voyez 1 million, 2 millions de personnes qui vivent de ce bois, fut-il illégal d'exploitation, mais du bois qui est à eux, et quand bien vous leur faites de grands discours sur le fait qu'il faut arrêter de travailler ainsi la forêt, sans autre alternative à leur proposer en termes de revenus, ben moi je refuse de boycotter, non pas le bois, mais je refuse de boycotter les 2 ou 3 millions de personnes qui vivent de ce bois. D'un côté, en tant que chef d'entreprise, j'assume le risque commercial et je ne tiens pas compte du profit immédiat en osant supprimer les sacs plastiques quand les autres en font la promotion. D'un autre côté, on a un profit partagé dans un contrat de progrès avec l'industriel à chercher l'ergonomie des palettes, du transport, le remplissage des camions. Et puis il y en a un autre où, paradoxalement, alors que je suis du monde du profit, ou qu'on m'attribue le monde du profit, je refuse de boycotter, y compris les pêcheurs artisans de thon de Sète, parce que je ne sais pas quoi leur proposer en alternative, et c'est trop facile de répondre oui à une ONG, et après ne pas assumer la responsabilité sociale d'un simple boycott. Voilà un peu le type d'arbitrage auquel on est amené. Alors je ne fais peut-être pas les bons, mais je m'exprime tel que, pour vous montrer que, au fond, le critère de tout ça, ce n'est pas l'innovation. Le critère de tout ça, je ne sais pas si c'est le développement durable, mais c'est en tout cas un certain sens de la responsabilité sociale que j'essaye d'exercer à travers l'entreprise. Je critique volontiers le modèle économique que nous avions servi à outrance à la recherche du quantitatif, l'accessibilité, etc. Mais aujourd'hui, je considère que les demandes sociales nouvelles nous impliquent, exigent de nous d'autres critères de décision que le quantitatif. Et vous voyez que ce n'est pas très facile, même si nous le faisons, de répondre. Et voilà. Et en même temps, il ne faut pas être plus cher, quoi. Et entre nous, ceux qui sont plus chers ne font pas mieux.